On a souvent cette impression qu'un bon jeu vidéo, c'est une expérience universelle, qui devrait plaire à tout le monde. Mais et si c'était complètement faux, Et si en fait les concepteurs ne créaient pas pour le grand public? mais pour une seule personne qu'ils ont en tête, leur joueur idéal? Exactement. C'est la question qui va nous guider aujourd'hui. On va se plonger dans le chapitre 8 d'une thèse de Julien Alvarez. Elle porte sur le design des jeux qu'on appelle sérieux. Oui. Et notre but, c'est vraiment de comprendre comment les créateurs essayent de nous modéliser, d'anticiper nos réactions pour rendre une expérience plus engageante. Et c'est un changement de perspective qui est fondamental. On arrête de regarder le jeu comme un simple objet technique. Avec ses règles, ses graphismes. C'est ça, pour se tourner vers la personne en face de l'écran. La question devient pour qui je construis ça et comment cette personne va le vivre, le ressentir. On passe en gros de la mécanique à la psychologie humaine. D'accord. Et pour comprendre cette idée de joueur modèle, le texte nous fait faire un détour par la littérature, ce qui est assez surprenant. Ça part d'un concept d'Umberto Eco, le lecteur modèle. Oui, tout à fait. L'idée d'Eco, c'est qu'un auteur n'écrit jamais dans le vide. Il a en tête une sorte de lecteur idéal, un complice. Un complice. Oui, quelqu'un qui a les bons codes, les bonnes références pour tout comprendre, les sous-entendus, les clins d'œil. L'auteur, en fait, il construit son texte un peu comme un parcours fléché pour ce lecteur-là. Je vois. C'est comme un réalisateur qui glisse une référence à un vieux film en se disant « là, les vrais cinéphiles vont comprendre ». C'est exactement ça. Et un chercheur, Sébastien Genevot, a eu cette idée géniale d'appliquer ça aux jeux vidéo. Il a créé le concept de joueur modèle. D'accord. Le game designer, lui aussi, il imagine un joueur qui va comprendre la grammaire du jeu. Quelqu'un qui sait qu'un objet qui brille, c'est important, qu'une porte fermée à clé, c'est un défi, et qui surtout accepte de jouer le jeu, d'adopter ce que Genevot appelle une attitude ludique. Et c'est ça la base de la fameuse jouabilité dont on entend parler tout le temps? Précisément. Et la thèse insiste beaucoup là-dessus. La jouabilité, ce n'est pas juste l'interactivité. Ce n'est pas parce qu'on peut cliquer partout que c'est jouable. Ah non? Non. La jouabilité, c'est vraiment la qualité du dialogue qui s'installe entre le joueur et le système. C'est une boucle. Je pense, j'agis, le jeu me répond. Et sa réponse me fait réfléchir à nouveau. Voilà. C'est cette danse, en fait, la jouabilité. Une danse qui demande une certaine expérience, j'imagine. Je ne joue pas à un jeu de stratégie complexe comme je jouais à mon tout premier jeu. Et tu mets le doigt sur la compétence ludique. C'est tout le bagage d'expérience que chaque joueur amène. On apprend à jouer, on développe des réflexes, des schémas de pensée. Bien sûr. Et un bon concepteur doit absolument en tenir compte. S'il sous-estime cette compétence, le jeu est ennuyeux. S'il la surestime, c'est frustrant et le joueur lâche l'affaire. Fascinant. Mais alors, au-delà de la compétence, est-ce qu'il existe des outils plus concrets pour cartographier les motivations du joueur? Absolument. Et là, on entre dans le cœur du sujet avec un outil très très célèbre dans le milieu, le modèle Octalis de Yukaishu. Yukaishu, un des grands noms de la gamification? Exactement. Et là, on quitte un peu la théorie pour une véritable boîte à outils. Octalis. Le nom est un peu barbare, mais l'idée, si je comprends bien, c'est de décomposer notre motivation en 8 grands moteurs, c'est ça? C'est ça. Ils les appellent les core drives, les leviers fondamentaux. Et on peut les regrouper. Il y a d'abord les leviers qui parlent de nous, de notre progression. Le numéro 2, par exemple, développement et accomplissement. Ah oui, la barre d'expérience qui se remplit, les points de compétence, les badges. Le plaisir pur de devenir meilleur. C'est très satisfaisant. Dans le même groupe, il y a le levier 3, créativité et rétroaction. C'est le plaisir de construire, comme dans Minecraft, ou de décorer sa maison dans Animal Crossing. On crée et on voit tout de suite le résultat. Et je suppose que le levier 4, propriété et possession, en fait partie. Le besoin de collectionner, d'avoir le plus bel équipement, les skins les plus rares. Tout à fait. C'est le pôle moi et ma progression. Ensuite, il y a un levier qui nous dépasse un peu. Le numéro 1, signification épique et vocation. C'est le sentiment de participer à quelque chose de plus grand de soi. Sauver le monde, être l'élu. Voilà. C'est ce qui donne un sens, une direction à tout ce qu'on fait. Et puis, il y a les motivations sociales. Le levier 5, influence sociale et connexité, c'est peut-être le plus puissant de tous au final. C'est un moteur colossal, oui. La compétition, la collaboration, l'envie d'aider ses amis. Beaucoup de gens jouent non pas pour le jeu, mais pour être avec d'autres. C'est un prétexte social. D'accord, donc on a la progression, le sens, le social,
Tout ça me semble assez positif. Mais il reste 3 leviers, et ils ont l'air un peu plus sombres. C'est là que ça devient vraiment intéressant. UK Shu fait la distinction entre les motivations white hat, chapeau blanc, celles dont on vient de parler, Celles qui nous font nous sentir bien, puissants. oui, et les motivations black hat, chapeau noir, qui jouent sur des ressorts psychologiques, disons, plus ambigus. Attends, Black Hat, ça sonne un peu manipulateur, non? On parle de quoi concrètement? On parle de leviers qui créent une urgence, un manque. Prends le numéro 6, rareté et impatience. C'est la technique de la vente flash. Cet objet n'est dispo que 24 heures. Ah oui, ça crée une tension. Prévisibilité et curiosité. Ça, c'est le moteur des loot box, les coffres à butin. On ne sait jamais ce qu'on va avoir, alors on clique encore et encore. C'est l'attrait de la machine à sous. Et le dernier, le 8e, peur de la perte et évitement. Ça doit être le pire. Agir pour ne pas perdre quelque chose. C'est exactement ça. Connectez-vous aujourd'hui, sinon vous perdez votre bonus. Ce n'est pas une récompense, c'est une punition que tu évites. Ces leviers Black Hat sont hyper efficaces pour pousser à l'action immédiate. Mais... Mais, et Shu le dit lui-même, s'ils sont surutilisés, ils créent de l'anxiété, de la frustration. Les joueurs finissent par se sentir manipulés. Donc le secret d'un bon design, c'est l'équilibre entre le white hat qui fidélise et le black hat qui donne un coup de pouce. Précisément. Et Shuva va même plus loin. Il dit que cet équilibre doit évoluer tout au long du voyage du joueur, qu'il découpe en 4 phases. Découverte, intégration, structuration et fin de partie. On n'active pas le même levier au même moment. Voilà. Au début, il faut piquer la curiosité et donner du sens. À la fin, ce sont souvent la créativité et le social qui prennent le relais pour que les joueurs restent. Ok, donc le modèle Octalysis nous donne les ingrédients de la motivation, mais est-ce qu'on est tous sensibles aux mêmes ingrédients? J'imagine qu'un joueur qui adore la compétition ne réagit pas comme quelqu'un qui veut juste explorer. Excellente transition. C'est exactement la limite d'Octalysis. Et ça nous amène à l'autre modèle de la thèse, celui d'Andrzej Marchewski. Lui, il ne se concentre pas sur les leviers. Mais sur les profils des joueurs. Exactement. Il dit en substance à chaque joueur sa motivation. Il a créé des sortes d'archétypes. Ah oui. Oui, il en identifie 12 qu'on peut regrouper. Il y a par exemple les profils tournés vers les autres. D'un côté, les socializers, qui sont là pour les relations. De l'autre, les philanthropes, qui veulent aider les autres, partager leur savoir sans rien attendre en retour. Et à l'opposé, j'imagine qu'il y a les joueurs plus solitaires. Tout à fait. Il y a les free spirits, les esprits libres, qui veulent explorer à leur rythme, découvrir des secrets. Et il y a les achievers. Eux, ce sont les perfectionnistes. Ils veulent maîtriser le jeu à 100%, optimiser leur personnage au maximum. Et les joueurs plus classiques, ceux qui veulent juste des récompenses, des points. Ce sont les players, selon lui. Ils sont purement motivés par les récompenses externes, les classements, les badges. Le levier accomplissement d'Octalysis est fait pour eux. D'accord. Et puis, il identifie aussi des profils plus chaotiques, comme le disrupteur, celui qui cherche les bugs, qui aime semer la zizanie pour voir comment le système réagit. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'un même jeu doit essayer de satisfaire toutes ces personnes en même temps. Et c'est tout l'intérêt de ce modèle. Il rappelle au concepteur qu'il doit créer un écosystème, avec des arènes pour les compétiteurs, des zones calmes pour les explorateurs, des outils pour les socializers. Un jeu qui ne parle qu'à un seul profil risque de n'attirer qu'un public très très restreint. D'accord. On a donc Octalis, la grammaire de la motivation, et Marchewski, la galerie de portraits. Mais concrètement, pour les jeux sérieux, éducation, formation, comment on articule ça? Et c'est là que la thèse d'Alvarez devient vraiment éclairante. Elle montre que ces modèles ne sont pas que des outils pour le divertissement, ce sont des ponts directs avec les théories de la motivation en pédagogie. C'est-à-dire, il y a des correspondances. Des correspondances presque parfaites. La thèse cite le chercheur Roland Viau qui dit que pour qu'un élève soit motivé, une activité doit avoir de la valeur à ses yeux, être contrôlable. Eh bien, la signification de Viao, c'est une traduction directe du levier signification épique de Shu. Le besoin de se sentir compétent chez Viao, c'est le levier développement et accomplissement. On se rend compte que ce qui motive un apprenant et ce qui motive un joueur, ce sont les mêmes ressorts psychologiques. Donc, on sort complètement de l'idée un peu simpliste de rendre l'apprentissage amusant en ajoutant des points. On est dans une démarche beaucoup plus structurée. Exactement. On utilise une science de l'engagement humain. Ces modèles permettent de faire un diagnostic. Pourquoi mon application de formation n'engage pas les gens? Peut-être parce qu'elle ne parle qu'aux achievers et oublie les socializers.
ou qu'elle stresse les gens avec trop de leviers Black Hat. Ce sont de vrais outils pour architecturer la motivation. Ce que je retiens au final, c'est que derrière chaque jeu qui nous happe, il n'y a pas de magie. Il y a une réflexion incroyablement poussée sur notre psychologie. Les game designers sont bien plus que des artistes. Ce sont des architectes de la motivation. Absolument. Et des modèles comme Octalis ou Marchevski le prouvent. L'engagement, ça se déconstruit, ça s'analyse et surtout, ça se conçoit. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et cette compétence, elle est applicable bien au-delà du jeu vidéo. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure. Si on peut concevoir la motivation dans un jeu avec une telle précision, à quel point ces mécanismes qu'on vient de décrire, la peur de la perte, le besoin d'accomplissement, l'influence sociale, sont-ils déjà à l'œuvre pour façonner nos comportements quotidiens, sur les réseaux sociaux, dans nos applis de productivité ou même au travail ?